Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Ouais, gars, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous. Voilà, aujourd'hui c'est assez mouvementé. Je suis essoufflé parce que j'arrête pas de courir, de revenir et tout, parce qu'on bloque mon équipe en bas, parce qu'il y a un festival ici. Et voilà, il faut descendre, tout ça. Mais bon, après, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, bonjour Richard. Bonjour Lamine. Tu sais ce qui se passe ici, au fait ? Ben, c'est un festival, mais j'ai pas trop d'infos. On nous signale nous avoir informés que des mails sont partis. Et que... Ah ben ouais, j'étais obligé de m'énerver sur voilà, parce que on n'a pas d'infos, etc. Et il fallait absolument nous commander, quoi. On va pas nous bloquer. Bon, ben l'essentiel, donc c'est fait. Et aujourd'hui, Richard, on va essayer de parler moins de politique. Voilà, eh ben si on a peut-être le temps vers la fin. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir deux invités et pour parler de science. Voilà, nous allons avoir le professeur Gayan Faye. On va essayer de rétablir le contact. Voilà, le professeur Gayan Faye. Richard, tu sais que le Sénégal fait partie maintenant des pays qui ont lancé leurs satellites. Voilà, donc... oui, j'en ai entendu parler. Tout à fait. Maintenant, depuis le 16 août 2024, le Sénégal fait partie de ces pays du monde qui désormais ont leurs satellites dans l'espace. Voilà, et donc, du coup, le coordonnateur de ce projet avec ses étudiants, donc nous avons essayé de rétablir la connexion pour pouvoir discuter avec lui donc, sur ce projet qui a été réussi. Il a été d'ailleurs décoré par le président de la République car c'est une fierté de tout un pays entier. Donc Richard, je ne sais pas si tu peux nous mettre peut-être de la musique un peu le temps que j'essaie de rétablir encore le contact avec lui. Voilà, et puis en deuxième partie, bien sûr, nous aurons aussi un historien sur le plateau qui connaît quand même parce qu'il était ancien président des étudiants donc, de Provence, sénégalais de Provence. Voilà, à l'époque, il était là en tant qu'étudiant et aujourd'hui, voilà, le travail a été bien accompli. Il revient avec son Master 2 en histoire donc, et civilisation et nous allons discuter des tirailleurs sénégalais. Voilà, donc aujourd'hui, il y aura beaucoup de sciences et j'espère que nous allons vraiment sortir ici avec des connaissances et du savoir. Richard, si c'est OK, on y va et j'essaie de rétablir la connexion avec le professeur Gayan Faye.
dégloti leen ma waxati ko ku ko déggul ngeen jottali ko kuy teeral sa yaay te nga dëkk ci ba am ngërëmam yàlla lay teral ma ni dégloti leen ma waxati ko ku ko déggul ngeen partagé ko kuy teeral sa yaay te nga dëkk ci ba am ngërëmam yàlla lay teral yow sa yaay booy moo sonnoon ci yow moo la daan doon yendoo taxaw bu ko weccoog leneen bu la ko kenn jaral léeg-léeg bu dem fu sori lool même bu amee luy lore bu dee sa soxla la sa yaay dara du ko tee yaay jërëjëfati yaay booy yaay jërëjëfati yaay jërëjëfati yaay booy yow sa bonheur mënula am benn solo fekk sa yaay jàppul sa loxo bi taf la ci dënnam yu sa yaay garab la sa bonheur mënta am benn solo fekk sa yaay jàppul sa loxo bi teg la ci dënnam waaw waaw naan la sagal gëma ci yaay booy wallaay or mani déglooti leen ma waxati ko ku ko déggu ngeen jottali ko kuy teeral sa yaay di nga dëkk ci ba am ngërëmam yàlla lay teral waaw déglooti leen ma waxati ko ku ko déggul ngeen partagé ko kuy teeral sa yaay di nga dëkk ci ba am ngërëmam yàlla lay teral yow sa yaay loo ko mën a joxe bu ko naw lu mu rëy rëy doo ko raw dëgg la boo ko amulee nga yéene kooko li ne sa xol bi yàlla xam na ko waaw Youssou yaay jamaa la or la jërëjëf yaay Youssou yaay garab la yaay ker la jërëjëf yaay Voilà, merci beaucoup Richard. Merci à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Galère. Nous avons pu rétablir tout simplement le contact avec notre professeur, M. Gayan Faye. Donc, je vous l'ai dit au départ, il est le directeur du laboratoire de télédétection appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et il est tout simplement le professeur qui a coordonné ce grand projet qui fait rentrer le Sénégal dans l'histoire. Donc ce projet de satellite qui a été lancé depuis le 16 août 2024, Richard, depuis les États-Unis. Bonjour professeur. Allô? Oui, bonjour professeur. Oui, bonjour Richard. Voilà, donc ça nous fait plaisir vraiment de vous avoir avec nous. Et tout naturellement, la première question qu'on peut vous poser, quel est l'intérêt pour vous de mettre en orbite un satellite sénégalais? Voilà, bonjour Richard, et permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de Radio Galère. Donc ça fait un plaisir de partager avec les Sénégalais de la diaspora, surtout de la France, de cette belle expérience et voilà, de ce moment historique qu'on a vécu ces derniers jours. Alors, justement, comme vous avez lancé ce satellite donc, du Sénégal qui s'appelle Gaindé, donc conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais, et quel est, comme je vous ai dit au départ, cet intérêt pour le peuple sénégalais? Alors, premièrement, il faut, si vous me le permettez, on peut parler de façon générale du spatial. Parce que le spatial, aujourd'hui, c'est devenu un outil incontournable pour la bonne décision. Donc, pour la gestion de nos ressources naturelles, pour la gestion de notre environnement,
et pour la gestion ou bien, en tout cas, des catastrophes naturelles. Donc, bref, pour gérer tout ce qui est sur la surface de la Terre, mais également sur des questions de communication, la télécommunication aujourd'hui, les systèmes de positionnement. Donc, pour dire que le spatial est aujourd'hui incontournable. Et ceci étant, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une étude de l'Union africaine qui a montré que l'Afrique dépense plus de 400 milliards par an en produits et services spatiaux qui importent de l'étranger. Donc, c'est assez lourd. Ça coûte cher. Ça nous coûte beaucoup parce qu'on ne peut pas se passer du spatial. Donc, ceci étant, donc, il est important aujourd'hui que nos États prennent en charge cette question, essaient de maîtriser cette question, essaient d'être souverains sur ces questions-là. C'est important parce qu'on ne peut pas continuer cette dépendance-là. Et donc, le Sénégal, donc, ayant compris ça, a pris l'engagement de se lancer dans le spatial, mais pas n'importe comment, comme si. Donc, c'est surtout en mettant en place des bases solides. Les bases solides, c'est quoi? C'est qu'en mettant en place une équipe. L'équipe, c'est pas seulement les ingénieurs. On a l'habitude de dire une équipe d'ingénieurs, mais c'est une équipe beaucoup plus vaste que les ingénieurs parce qu'il y a une équipe technique constituée d'enseignants-chercheurs des écoles d'ingénieurs du Sénégal qui, au début, ont commencé à réfléchir sur la stratégie de ce projet-là. Et après, maintenant, c'est là où on a pris les ingénieurs, les instructeurs de ces écoles et les techniciens qui ont été formés et donc ensemble. Donc, toute l'équipe a pu concevoir et arriver à bout de ce projet-là. Justement, vous avez dit dès le départ qu'il y a donc que c'est cher, que ça mobilise du temps. Et justement, quelle est sa principale mission et quels sont les résultats attendus? Voilà, c'est là où je vais en venir. C'est qu'aujourd'hui, le problème du Sénégal, on lui a assigné des missions. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un satellite, vous partez sur un besoin. Excusez-moi, professeur, vous avez un écouteur parce que si vous pouvez l'enlever, ça peut passer mieux pour que ça soit plus audible. Ah, ok. Attendez, je vais essayer d'enlever le casque. Bon, j'espère qu'on ne l'a pas perdu. Hein. Il n'est pas sur orbite. Ah, là, ça va beaucoup mieux. Voilà, on vous entend mieux. Sorry. Non, je suis encore sur orbite. Je suis encore sur Terre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je disais que quand vous faites un satellite, vous partez d'un besoin. C'est initialement, le projet dans sa globalité, c'est permettre au Sénégal d'entrer de plein pied dans le spatial et de pouvoir profiter de tout ce que offre le spatial pour soutenir son développement. Et pour cela, maintenant, nous avons identifié dans un premier temps un problème. Le problème, c'est quoi? C'est surtout la collecte des données environnementales. Ça, c'est un besoin réel parce que aujourd'hui, les données environnementales sont incomptables. On a besoin d'avoir ces données pour prendre les bonnes décisions, notamment les données sur le climat, les données sur les températures, les données sur la direction des vents, les données sur la hauteur des eaux, pour gérer les questions de crues ou questions d'inondation. Bref. Et en partant de ce besoin-là, nous avons conçu un satellite qui a pour première mission la collecte des données environnementales. Donc la collecte des données environnementales consiste en quoi? C'est que les structures ont des stations de collecte de mesure de données à travers le Sénégal et pour récupérer ces données, donc ils sont obligés d'aller sur place pour récupérer ces données. Et nous, on a réfléchi en mettant en place un système qui permettra aux satellites, à chaque fois qu'ils passent au-dessus du Sénégal, qu'ils puissent aspirer les données de ces stations, les envoyer à la station de réception à Dakar et on les met à la disposition de ces structures-là. Donc ces structures n'auront plus besoin d'aller jusqu'à l'intérieur du pays pour collecter des données, mais ils peuvent rester au bureau et disposer de ces données. Donc ça leur permettra d'avoir un peu plus de flexibilité dans le travail, mais aussi plus de réactivité en cas d'alerte précoce. Donc voilà, ça c'est un cas réel donc, de ce premier satellite. Deuxième chose, c'est que nous avons mis une caméra pour prendre des images. Alors, sachant que c'est un petit satellite dans un premier temps, les images, ce n'est pas des images comme les gros satellites que vous connaissez actuellement, mais ça nous permettra de commencer à faire des tests, à voir comment on prend correctement l'image. Si on prend l'image, quel test, par exemple, pour le suivi environnemental, on peut faire avec. Voilà, bref. Donc, sachez que c'est un premier satellite. Il ne vient pas pour résoudre tous les problèmes des Sénégalais,
comme le pensent certains, parce que je vois beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Mais c'est un premier pas qui nous permettra petit à petit d'aller vers la souveraineté spatiale. D'accord. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec le professeur Gayane Faye qui a coordonné le lancement du premier satellite sénégalais. Voilà, et bien sûr, à ma droite, on a Richard et donc moi-même, Lamine Diakhaté au micro. Voilà, donc aujourd'hui, on rejoint quand même de grands pays comme le Nigeria, comme l'Égypte, l'Afrique du Sud, qui ont déjà, eux, plusieurs satellites, donc en tout cas en orbite. Est-ce que les analyses de leurs données satellitaires sont fructueuses au point, peut-être vous, d'avoir des éléments comparatifs ou pourquoi pas mutualiser vos connaissances dans l'avenir? Alors, il faut savoir que le spatial, c'est en général quelque chose qui est très secret. Secret, autant pour moi. Ah, d'accord. Surtout pour certains pays où le spatial est porté par l'armée. Par exemple, si vous prenez un pays comme l'Algérie, le spatial est très militaire. Donc, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir des informations sur ce qu'ils font exactement. Par contre, dans d'autres pays, comme le Nigeria, que je connais bien, je connais pas mal de gens qui travaillent à l'agence spatiale du Nigeria. Là-bas, quand même, avec les satellites, ils ont pu faire beaucoup de travaux. Donc, j'ai eu beaucoup à discuter avec eux. Et donc, j'ai vu qu'il y a eu vraiment beaucoup de résultats, surtout dans le domaine du suivi environnemental, dans le domaine du suivi de l'agriculture, de la gestion des terres. Oui. Allô? Allô? Oui, voilà, on vous attend, vous avez perdu. Ok, sorry. Voilà, donc je disais, le Nigeria, que je connais bien, quand même, ils ont, à partir de leur satellite, ils ont fait beaucoup de choses, notamment pour le suivi environnemental, le suivi des terres et le suivi agricole. Voilà, je discute beaucoup avec des gens qui travaillent à l'agence spatiale nigériane, la NASDA, et donc ils ont quand même pu faire énormément de choses à partir du spatial. D'autres pays également, comme l'Afrique du Sud, font beaucoup de choses, surtout dans le domaine des caméras, des capteurs. Donc, ils sont très, très en avance là-dessus. Il y a même des sociétés privées dans le domaine qui font d'excellentes choses. Et donc, aujourd'hui, le Sénégal donc, est dans la collecte des données. Est-ce à dire que demain, par exemple, on pourra prévenir ce qui s'est passé, par exemple, à Touba? C'est ça l'objectif. C'est ça, un des objectifs d'ailleurs. Et dans la suite, comme j'ai dit, nous, on part plus d'un besoin. Et après ce premier, forcément, nous sommes en train de travailler avec presque toutes les structures de l'État, parce que l'objectif, c'est de faire la cartographie des besoins en termes de produits et services spatiaux, parce que c'est de ça qu'on doit partir. Et d'ailleurs, le président l'a dit la dernière fois, il a demandé à ce qu'on fasse la stratégie spatiale nationale. La stratégie spatiale nationale, ce sera de regrouper toutes les structures, tous les différents acteurs, et voir leurs besoins réels en termes de produits et services spatiaux, et à partir de là, bâtir une stratégie qui permettra de prendre en charge ces besoins. Donc c'est ça que nous allons faire. Et après l'avoir fait maintenant, ça nous permettra dans les prochaines missions d'identifier des problèmes réels à prendre en charge et on va construire les satellites en conséquence. Ce que j'ai dit, on construit toujours un satellite en partant d'un besoin. Et donc on fait la mission exactement. Donc les inondations, effectivement, les inondations, c'est un réel problème au Sénégal. Il y a d'autres problèmes comme l'érosion côtière, qui est également une problématique réelle. Il y a le problème donc, de la salinisation des terres. Donc, il y a le problème du suivi agricole, l'estimation des rendements. Donc, bref, il y a beaucoup de problèmes maintenant. Après avoir, si on regroupe les acteurs, les structures, on discute et on identifie les différents problèmes, maintenant, on va les prioriser. Voilà, on va les prioriser et après les avoir priorisés, maintenant, on va, en fonction des urgences, pour les prochaines missions, voir laquelle on va prendre en charge et petit à petit, ça nous permettra. Parce que l'objectif, comme j'ai dit, c'est d'arriver à la souveraineté spatiale, c'est d'arriver à prendre en charge, en tout cas, tout ou en tout cas une grande partie des problèmes du Sénégal que le spatial peut aider à résoudre. D'accord. Donc c'est ça, mais on part doucement, petit à petit, et c'est pour ça qu'on s'est dit, on bâtit d'abord une équipe. Donc c'est là le socle en fait de ce qu'on souhaite faire. Voilà.
Ok, vous avez parlé effectivement des inondations et même de l'érosion côtière. D'ailleurs, Mangchi profite nous donc cela veut dire eux aussi, ils peuvent bien bénéficier de beaux jours donc du satellite par rapport à l'érosion côtière qui est en train de faire du mal. Effectivement, c'est ça. Ça veut dire que tout le monde pourra profiter, pas peut-être pour ce premier, mais pour d'autres. Parce que comme j'ai dit, ce premier ne vient pas pour prendre en charge l'ensemble des problèmes, mais ça nous permettra de commencer et petit à petit aller vers vraiment la prise en charge de l'ensemble des problèmes. Il faut savoir que la démarche qu'on a optée, c'est quoi? C'est que nous avons dit faire un premier satellite, c'est important. Parce que le satellite qui est lancé, je pense, c'est la face visible de l'iceberg. Donc faire un satellite, c'est important, mais avoir une équipe capable de faire un satellite est beaucoup plus important. Parce que vous pouvez faire un satellite et le rater. Parce que vous faites tous les tests, tout est OK, le jour du lancement, vous perdez votre satellite, ou bien vous le lancez et qu'il ne marche pas. Parce qu'il faut savoir que sur les petits satellites lancés, il y a à peu près 10% qui marchent. D'accord. Donc le risque de perdre un satellite est très, très énorme. Donc nous, on a eu la chance, la baraka, que nos satellites marchent, parce que 3 heures après le lancement, on a pu entrer en contact avec lui. Donc ça, c'est bien. Mais le fait d'avoir une équipe aujourd'hui est la chose la plus importante. Parce que ça nous permettra de pouvoir continuer à réfléchir, à mettre en place d'autres programmes et donc à pouvoir lancer, fabriquer et exploiter d'autres satellites. Mais justement, cela fait exactement 1 mois que le satellite donc, fait sa vie dans l'espace. Avez-vous déjà des informations précieuses? Ah oui, nous, comme je dis, parce que après le lancement, 3 heures après, nous sommes entrés en contact avec le satellite. Il a commencé à émettre un signal. Et donc ça, c'était vraiment formidable. Et depuis lors, donc, on commence à parler de la station de Diamniadio, à communiquer régulièrement avec le satellite, à parler avec le satellite. Mais il y a ce qu'on appelle une période d'essai. Ce qu'on appelle souvent dans le jargon le commissioning, qui permet de régler, qui permet de tester certaines choses, qui permet, voilà, avant de pouvoir vraiment faire le travail. Autre chose, il y a des balises qu'on doit installer. Nous sommes dessus en ce moment. Et donc ça nous permettra, donc d'ici quelques mois, d'être vraiment opérationnel. Mais pour le moment, on n'est pas 100% en place. D'accord. En tout cas, juste une dernière question parce que je sais que vraiment vous avez pris de votre temps pour nous répondre alors que vous êtes très occupé. Est-ce que les satellites ont une durée de vie? Oui, en fait, les satellites ont une durée de vie parce que c'est de l'électronique, c'est de la machine, c'est comme votre téléphone portable. À un certain moment, il va mourir forcément pour plusieurs raisons, à cause de plusieurs raisons, donc qui peuvent faire en sorte que vous perdez vos satellites. Mais il faut savoir aussi que les petits satellites, il y a une législation au niveau international gérée par l'UNOSA. L'UNOSA, c'est l'organisme des Nations Unies en charge des questions spatiales, qui dit que un satellite, les petits satellites, les CubeSat, ne peuvent pas rester en orbite plus de 5 ans. C'est une législation qui fixe ça. Donc ça veut dire que en lançant vos satellites, vous prenez toutes les dispositions pour que, au plus tard, dans 5 ans, il entre dans l'atmosphère, il se désintègre. Voilà. Maintenant, notre satellite a été mis en orbite à 520 km au-dessus de nos têtes. Et quand vous le mettez en orbite, il commence à descendre petit à petit. C'est-à-dire qu'à chaque tour, il perd l'altitude. Et il finira par entrer dans l'atmosphère. Donc, d'après nos estimations, le minimum, ce sera 2 ans. Le maximum, ce sera 5 ans. Voilà, pour la durée. Maintenant, ça, c'est les estimations, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs aléas qui peuvent, c'est comme une voiture, donc il y a une durée de vie, mais vous pouvez sortir le lendemain. Il y a la batterie par une erreur ou quelque chose, ou bien il fait un petit choc et la batterie se crame, ou bien il brûle, voilà. Ou elle brûle. Donc il y a beaucoup de choses, sachant que dans l'atmosphère aussi, il y a des débris, ce qu'on appelle les débris spatiaux, qui peuvent entrer en collision avec un satellite. Donc voilà, il y a beaucoup d'aléas qui font que votre satellite peut ne pas vivre longtemps. Mais en tout cas, si tout va bien, s'il n'y a pas un accident, nous estimons entre 2 et 5 ans la vie du satellite. D'accord. Mais pas plus de 5 ans. Ok. Vous n'avez pas prévu d'y aller pour faire des réparations ou des choses comme ça? On va vous envoyer là-bas pour réparer. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Merci pour votre disponibilité, votre humilité. Vraiment, c'est un grand plaisir. Merci et puis bonne continuation.
Merci beaucoup. Allez, et salut à tous les auditeurs de Radio Galère. Merci beaucoup, merci. Voilà, allez, donc... Merci beaucoup, professeur Gayane Faye, pour son bond des géants donc, pour le Sénégal, et merci surtout pour sa disponibilité. Parce que Richard, j'ai l'habitude de le dire ici, j'avais décidé de ne plus inviter des gens parce que c'est très très compliqué. Voilà, mais quand je tombe sur des personnes qui ont une certaine humilité, une disponibilité, ça fait plaisir. Et c'est un message que j'envoie aux hommes politiques du Sénégal. Voilà, arrêtez de faire les difficiles quand on vous invite, c'est pour l'intérêt du Sénégal. Ici, c'est le plateau du Sénégal, on ne parle que du Sénégal. Et je trouve anormal quand vous faites une action publique, quand vous êtes dans du travail donc, qui concerne les Sénégalais, que vous ne puissiez pas répondre à nos appels. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire au ministre des Sénégalais de l'extérieur que j'attends toujours votre retour. Vous m'aviez promis à travers votre conseiller technique, je vous l'avais dit, j'attends et moi je ne cache rien. Voilà. Et puis comme j'ai l'habitude de vous le dire, ce ne sont pas des menaces, c'est rien du tout, mais je veux que les choses soient claires, nettes et précises. Quand on donne sa parole, on donne sa parole. Quand on est là pour les Sénégalais, il faut être là pour les Sénégalais partout. Voilà. Donc le message est passé et j'espère que vous son message ou pas. Voilà. Richard, on revient un peu à Marseille. On revient sur le plateau. Peut-être tu me feras souffler une minute, une petite musique, voilà, avant de donner la parole à notre invité qui est sur le plateau, donc notre historien Malik Kébé. Voilà, tout à l'heure j'ai parlé de Touba, donc j'en profite vraiment pour dire à toute la population donc, de Touba et les autres contrées du Sénégal donc, qui ont été touchées par les inondations, notre solidarité. Voilà, c'est extrêmement compliqué de vivre des moments difficiles. Voilà, et puis j'espère tout simplement que Cheikh Tidiane Dièye, donc le ministre chargé de lutter contre en tout cas ces inondations, parce que j'ai entendu, il a dit que la pluie, c'est pas sa pluie, je ne sais plus comment il l'a dit. Voilà, donc que certainement c'est la pluie de Macky Sall, je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Voilà, à un moment donné, voilà, la politique politicienne, il est temps de le mettre de côté et de s'occuper des populations. Voilà, et bravo aussi à des bonnes volontés comme le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui s'est déplacé à Touba pour essayer de faire donc de bonnes choses. Et bravo aussi à la ministre donc actuelle, Madame Gueye, qui a mobilisé les moyens pour tout faire pour que la population de Touba et les autres contrées qui sont dans l'inondation puissent s'en sortir. Voilà, une petite pique politique avant que je vienne à notre invité. J'ai entendu aussi l'ancienne Premier ministre Mimi Touré. Voilà, donc faire des déclarations fracassantes, je pense qu'à un moment donné aussi, il faudrait avoir un peu de tenue et de retenue. Voilà, parce que Mimi Touré était avec Macky Sall pendant pratiquement 11 ans. Il a clashé l'actuel président de la République et son Premier ministre de tous les bords. Du jour au lendemain, il est maintenant avec le président de la République et Macky Sall va prendre sa salve de, voilà, ses rafales, tout ça. Et les autres, bon, je pense que si elle était présidente de l'Assemblée nationale du Sénégal, que le président Macky Sall lui avait promis, on n'en serait pas là. Mais bon, écoutez, c'est ça la politique. Mais à un moment donné, quand on rallie, voilà, je pense qu'un peu de tenue, ça fait du bien. Bon, il y a aussi d'autres amis qui sont des spécialistes de la transhumance, qui vont à droite, à gauche. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais j'avais reçu Richard, politicien sur le plateau, qui me disait, pour rien au monde, j'irai transhumer, je ne serai jamais avec Macky Sall. Voilà. Et aujourd'hui, non seulement il est parti avec Macky Sall, après il est parti avec Aïssata Tall Sall, et maintenant j'ai vu qu'il est avec Mimi Touré. Voilà, donc beaucoup comprendront, je lui passe le bonjour. Ben, si c'est sa façon de faire la politique, ben, écoute, on le laisse partir. Voilà, donc Richard, qu'est-ce qu'on fait? On va directement prendre notre invité, parce que visiblement tu ne veux pas me laisser mettre un peu de musique, si? Allez, un tout petit peu, on revient. Sénégal ala jingat ma mo ala jingadi kala bawa ala jingat ma yalla mo defune do ti do ragal ñu la wolu jox la réew mi kontaan jog leen ñu wane li ñu fess li di
bañ di fondé sa doom yee fi ne woon du ñii ne ñooñoo ñi wuute Mortale Gueye Papito am nga ndam Abdoulaye Touré Ami Dieu am nga ndam nañu dellu soppi tur yi fi tuddee woon nasaraan bi delloo sunu maam lépp li nañu saytuwaat napp gi mbay mi fi woon ak bépp xeetu koom-koom fii ñoo ko jërë ji doo ko mak sa yaay dafa yeewu jël ñeex ma teel a pare nañu dooleel sunu émigré ngir gaa yi gën a respecté der nañu saytuwaat pétrole bee gaz yi jéema dabu jéema lijjanti li ci Bassirou Diomaye Diakhar nee na Sénégal de mën na naat dina gën a naat ak man jaaj fan fleur am na ndam andi ak juventuel am na ndam yaay wi boo leen xamoo Ben, je viens de faire la découverte parce que Richard nous a mis la chanson pour la gloire du président de la République. Je ne savais pas que tu étais avec lui. Bon, oui, les choses s'équilibrent ici. Quand je tape, il y a au moins qui le supporte. Donc Richard, il supporte le président de la République. Ben écoute, c'est ta liberté, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Bon, et puis il y a Sophie Diagne. Donc on te fait donc une grosse dédicace depuis Bordeaux et Sophie, toujours dans les pics, dit à Macky Sall de venir récupérer sa navette. Il nous a laissé beaucoup de pluie. Voilà, ça c'est la signature de Sophie. Et puis comme je dis d'ailleurs, on va rester dans cette mouvance d'apprendre des sciences, etc. etc. J'aurai comme invité, je ne sais plus, je vais le caler, donc, parce que je l'ai eu au téléphone hier. Merci en tout cas Sophie aussi pour le link. Voilà. Madame Soukaina Touré. Donc, pour ceux qui regardent la télé tout le temps, c'est elle qui est avec Ya Awa dans l'émission de Kakatar. Voilà, mais ce ne sera pas dans ce cadre-là parce qu'elle est chef d'entreprise, elle gère des finances, elle est leader au niveau en tout cas de l'entrepreneuriat féminin. Voilà, on essaiera aussi d'en débattre, discuter avec elle. Voilà, et puis donc là, nous allons passer à notre invité historien sur le plateau parce qu'on parle beaucoup de tirailleurs sénégalais. Donc, tirailleurs sénégalais et Richard d'ailleurs, j'adore ce genre de films. Et hier, ma fille m'a offert, donc, en tout cas, m'a invité au cinéma, voilà, pour regarder un excellent film. Je l'ai trouvé excellent, Richard. Ni chaîne ni maître. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, j'ai vu la bande-annonce et je vais le voir bientôt aussi. Ah là, les émotions fortes sont garanties. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller sauter de l'Himalaya ou je ne sais pas où pour avoir des émotions fortes. Mais là, voilà. Et puis bon, peut-être je ne suis pas objectif, mais l'acteur principal est un Sénégalais. Ah. Donc, Massamba, de son vrai nom Ibrahim Mbaye. Est-ce que c'est un bon comédien déjà? C'est un bon comédien. Et puis Richard, à ce qu'on voit à l'écran. Toi, tu vas beaucoup comprendre parce qu'il parle beaucoup Wolof dans le film. Ah. Bon, je vous rassure, hein, il y a des sous-titrages, etc. Mais en tout cas, waouh! Hein? Mais c'est un film qui est diffusé dans toutes les grandes salles? Toutes les grandes salles. D'accord. Ah oui, toutes les grandes salles. Donc voilà, hein, donc il faut y aller. Voilà, il faut y aller et vous allez voir. Et donc du coup, ça me permet sans transition d'introduire notre invité sur le plateau, Malik Kébé. Malik Kébé qui est un historien. Voilà, donc je l'ai dit en début d'émission, il a un master 2 en histoire, civilisation et patrimoine. Et il était aussi ancien président des étudiants sénégalais de Provence. Et puis, entre autres, hein, il fait beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de le recevoir sur ce plateau pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, d'un sujet qui crée la polémique très souvent entre la France, en tout cas les dirigeants français et les dirigeants du Sénégal. Et puis, tout simplement, apprendre à nos auditeurs, voilà, apporter des réponses, en tout cas, sur des questions qui peuvent se poser. D'ailleurs, c'est quoi un tirailleur sénégalais? Voilà, est-ce qu'il n'y a que des Sénégalais, etc., etc. Bonjour Malik. Bonjour Lamine et bonjour Richard. Bonjour aussi à vos éditeurs et auditrices qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'est un grand plaisir donc de vous avoir sur ce plateau pour parler de choses vraiment qui ne sont pas courantes à la radio. Je l'ai dit, on ne parle pas toujours de l'histoire à la radio. Et donc, très simplement, c'est quoi les tirailleurs sénégalais? Alors,
quand même la définition du tirailleur sénégalais, il y en a énormément de penseurs ou d'historiens qui se sont penchés là-dessus. Mais la définition qu'on peut en retenir en tout cas, c'est un vieux terme militaire qui signifie éclaireur. Celui qui est détaché en avant en quelque sorte, capable de tirer en désordre, mais capable de percer devant les rangs et tirer mais avec précision en quelque sorte. Parce qu'il y a énormément de définitions qui ont été émises en tout cas par beaucoup d'historiens. Mais consultant quand même le dictionnaire de l'Académie française, consultant aussi les travaux d'Emmanuel de Las Cases, d'Espens bien sûr, tout ça, ça rentre en tout cas dans l'ordre de celui qui est détaché en avant. Éclaireur, on dirait aujourd'hui commando en quelque sorte. Voilà, c'est ça en tout cas la définition qu'on peut retenir de la notion de tirailleur sénégalais, contrairement à ce qu'une certaine légende veut nous faire croire, c'est-à-dire celui qui tire ailleurs. Parce que ça, ce n'est qu'une légende et j'ai essayé en tout cas de le démontrer dans l'introduction de mon sujet de mémoire. D'accord. Et comment ils étaient recrutés au fait? Alors, les recrutements, il y en a énormément de façons de recruter. Mais pour être beaucoup plus précise et concise, on est parti quand même depuis 1857, c'est-à-dire la création du premier régiment de tirailleurs sénégalais. Mais les recrutements, il y a en tout cas la militarisation d'une main-d'œuvre servile. Parce qu'il y a d'anciens esclaves qui étaient là à l'époque pour en tout cas assister l'administration coloniale aussi bien vulnérable en nombre que aussi en matériel, par exemple. Et voilà, au bout d'un certain moment, quand même, on peut retenir en quelque sorte, c'est la militarisation en tout cas d'une main-d'œuvre servile pour ne pas être trop long sur cette partie. Mais il y a quand même d'autres façons de recruter. Il y a des recrutements qui ont été effectués, comme ce qu'on appelle les engagés volontaires, par exemple. Ça, c'est une façon de recruter. Mais justement, c'était la suite de ma question. Est-ce qu'il n'y avait que des volontaires? Il n'y avait pas que des volontaires. Il y a des gens qui ont été recrutés de gré et de force. Il y en a bien sûr. D'accord. Donc, il y en a qui ont été enrôlés de force. Ouais. En vous posant cette question, je pensais à l'ancien président du Sénégal, donc Macky Sall, qui disait que nos tirailleurs étaient bien traités parce qu'ils avaient donc des desserts. C'est de la légende ou c'est de la vérité? Écoute, parler de cela, c'est un petit peu ignorer l'histoire, c'est-à-dire la réalité historique, parce que aussi le fait de vouloir dire que le fait qu'ils bénéficient tout simplement de desserts, ça signifie qu'ils avaient un bon traitement. Ça, c'est une vision étriquée, partielle et parcellaire de la question du tirailleur en tant que tel. Parce que pour connaître ces hommes, leur quotidien en quelque sorte, peut-être Lucie Cousturier en a donné énormément de choses quand même sur ses travaux, mais inconnus chez moi, et puis des inconnus chez moi. C'est pour connaître en quelque sorte, au début, ils étaient des inconnus. Mais après, voisinage, les côtoyer et tout ça, dans une relation tout à fait étroite, il a pu découvrir une autre image du tirailleur sénégalais. Mais après cette conception ou perception du président Macky Sall, c'était celui de l'homme politique et non pas celui de l'historien. Mais quand même, j'aurais bien voulu que vous me permettiez, avant d'en arriver à cet extrême, de me focaliser un petit peu sur focaliser sur mon propre travail en quelque sorte, préciser en tout cas les points que je veux diffuser auprès de l'auditoire, et après maintenant on arrive à ces questions qui sont un peu... Allez-y, je vous laisse nous édifier sur ce que vous avez envie de vous dire. Allez-y. Là je serai à l'aise, c'est ma zone de confort. Alors, on a dit par exemple que les non-dits sur les questions des pensions quand même, c'est un thème qui me paraît un petit peu audacieux. Parce que bien avant moi, il y a énormément d'historiens qui ont écrit là-dessus, sur la question des pensions, bien sûr. Mais je puis vous garantir que... Les pensions, leur dû, ce qu'on devrait leur payer. Mais je puis vous garantir que les informations que je vais vous livrer aujourd'hui restent quand même le fruit de mes propres investigations et donc de mon propre travail. Alors, je vais saisir en tout cas trois points qui me paraissent essentiels pour élucider en tout cas cette thématique. Les raisons qui m'ont amené à choisir ce sujet. Alors, j'ai fait le tour d'horizon de l'historiographie des tirailleurs sénégalais d'une façon générale. Il y a énormément d'historiens français comme sénégalais qui ont écrit là-dessus. Alors, cette historiographie traite la question entre les théâtres d'opération, les recrutements et éventuellement la question de Thiaroye, de façon grosso modo. Mais cette historiographie a fini par forger dans nos esprits l'image du tirailleur belliqueux, je veux dire celui qui n'a de vécu qu'à travers la guerre. Alors, au bout de ma réflexion, je me suis rendu compte quand même que c'est bien
le travail a été fait par nos prédécesseurs. Mais cela a fini par forger dans nos esprits cette image étriquée du tirailleur qui n'a de vécu qu'à travers la guerre. Il faudra maintenant essayer de montrer une autre image du tirailleur sénégalais. Ça me semble être un confort intellectuel qu'il faut essayer, par nos maigres moyens quand même, de remettre en question. Et alors, je suis allé sur la question de la vie d'après-guerre. Et dans la vie d'après-guerre, j'ai vu énormément de travaux sur la question de Thiaroye. Mais quand il s'agit de la question des pensions, les historiens ils traitent la question entre la cristallisation et la décristallisation des pensions. Ce qui va de la période allant de 1960 à 2011. Alors, je me suis rendu compte quand même, il y a bien de choses avant la cristallisation et la décristallisation. Créer cette historiographie... C'est quoi la cristallisation? Alors, la cristallisation des pensions, c'est figer les pensions au montant atteint à l'indépendance des pays. C'est-à-dire que la pension ne va plus évoluer. Parce que la pension, c'est calculé en fonction de plusieurs points que je ne vais pas étaler. Donc, ça va créer du bruit chez l'auditoire. Mais en quelque sorte, cristalliser la pension, c'est le figer en un montant atteint à la date de l'indépendance de ces pays. Et le contraire, c'est la décristallisation. Mais ce cadre chronologique me semble un peu beaucoup plus étroit et il fallait maintenant ouvrir les choses. Alors, je me suis tombé sur la question des pensions sous l'angle législatif. Parce que l'origine de la question, l'origine réelle de la question, ça date depuis la loi Lugol de 1919, donc, qui a fini par créer le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre. Et de ce point de vue, je suis tombé sur la question des pensions sous l'angle législatif, sous l'angle juridique à l'Assemblée nationale française, mais avec le journal officiel qui m'a servi de source. Alors, le premier point que j'ai pu démontrer dans cette étude, c'est quoi? C'est qu'il y a une contradiction dans la gestion des pensions. Il y a l'article 80, 81 et 82 autant pour moi, du préambule de la Constitution de la 4e République qui a banni toute discrimination et qui a instauré l'égalité. Mais quand il s'agit de l'attribution des pensions à des tirailleurs et soldats métropolitains nord-africains, bien sûr, il y a une hiérarchisation des pensions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux citer par exemple l'article 80. Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits. Là, il y a une nuance. Mais cette nuance, ça a fait beaucoup de débats, je ne vais pas entrer là-dessus. Mais quand même, au tout début, on instaure l'égalité. Alors, on continue. Il y a le décret, par exemple, du 19 octobre 1955, qui a dit, par exemple, qui stipule que tous les citoyens français accèdent sans considération d'origine ethnique ou statut personnel dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et les mêmes obligations à tous les grades de la hiérarchie militaire. Ça instaure déjà l'égalité. Mais comme il y a ceux-là qu'on appelle les PCDF, les pauvres couillons du front, eux, ils restent en tout cas en marge de cette hiérarchie. Ils n'ont pas pu bénéficier. Et alors, le PCDF, c'est un terme quand même qu'on a emprunté chez Balzac en 1833 dans les médecins de campagne. Mais ça veut dire, par exemple, ces fantassins donc, dont la moitié est d'origine paysanne, qui bénéficient de 50 francs contre 300 francs pour un militaire qualifié. Vous voyez ce que je dis? Alors, poursuivant dans ces contradictions, à l'Assemblée nationale française, nous sommes sous la 4e République, par exemple, quand il s'agit de parler en tout cas du mérite, de la bravoure de ces tirailleurs sénégalais, on constate que des orateurs appartenant de toute appartenance politique vont déferler des éloges dithyrambiques pour parler en tout cas de leur bravoure, de leur courage et tout, contre toute attente. Quand il s'agit de passer de la parole à l'acte, ça veut dire de les attribuer leurs droits. Cette convergence, cette unanimité se dégénère en un tohu-bohu bloquant les travaux législatifs. Et ça, beaucoup de députés africains, Mambassano par exemple, Barry Diawadou et tant bien d'autres, Yassine Diallo, ils se sont battus. Et c'était aussi des gens clairvoyants qui avaient une vision du monde, un discours bien structuré, bien calibré et avec des mots franchement choisis et qui visent en tout cas une certaine ligne de conduite pour convaincre le gouvernement. Et de ce point de vue, on en est arrivé en tout cas à mettre en place un système, mais avec un imbroglio administratif dans cette gestion des pensions. C'est pour cette raison que j'ai tenté en tout cas de démontrer la contradiction en tout cas qui auréole cette façon de gérer les pensions. Donc j'ai démontré une hiérarchisation des pensions et je vais vous donner les chiffres. Par exemple, je vais prendre
de mes tableaux, parce que ma première partie quand même, il y a des tableaux comparatifs, énormément de chiffres. Je suis un historien qui déteste les chiffres d'ailleurs, mais par le hasard, je suis tombé sur les chiffres. Ah ouais. Alors, pour ce qui concerne pour ce qui concerne les indemnités pour charges de famille. Alors, on a en haut les militaires français ayant accompli 25 ans de service. Pour le premier enfant, il bénéficie 600 francs par an. Pour son deuxième enfant, il bénéficie de 1200 francs par an. Et pour le troisième enfant, 2500 francs par an. Le quatrième enfant, 3000 francs par an. Alors, pour les militaires nord-africains ayant accompli 25 ans de service, pour le premier enfant, il bénéficie de 440 francs par an. Pour le deuxième enfant, il bénéficie de 800 francs par an. Pour le troisième enfant, 1000 francs par an. Et pour le quatrième enfant, 3000 francs par an. Alors, pour un tirailleur sénégalais ayant accompli 25 ans de service, pour le premier enfant, 0 francs par an. Pour le deuxième enfant, 0 francs par an. Ainsi de suite, jusqu'au quatrième enfant, 0 francs par an. Alors, pour ce qui concerne la retraite du combattant. Mais avant de venir à la retraite, les travaux, les travaux, c'est les textes plutôt législatifs que vous avez sortis. Il n'y a pas eu, par exemple, je parle de nos gouvernants qui ont essayé peut-être aussi de porter l'affaire dans des accords que j'appelle toujours des accords bilatéraux entre nos pays, par exemple France-Sénégal. Alors, vous savez, ce que j'ai découvert, moi, dans mes recherches, au tout début, pour la question des tirailleurs, il y en a certains chefs d'État, je parle de l'époque bien avant Macky Sall, le président Macky Sall, bien sûr, ils étaient considérés comme les suppôts du colonialisme. Et il y en a de ces chefs d'État qui restaient silencieux à l'époque pour cette question des anciens combattants. Et il fallait même supprimer leurs pensions. Ce que je dis là, c'est le journal du Monde qui en atteste. J'en ai les archives avec moi. Et c'est avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade auprès de son homologue Jacques Chirac que les présidents quand même ont commencé à s'immiscer sur cette question, avec la journée du tirailleur bien sûr, avec aussi ce fameux monument Dupont et Demba et tout ce qui va avec. Mais quand même, je voulais continuer cette lancée pour vous dire qu'il y avait une hiérarchisation des pensions dont le métropolitain en haut, le nord-africain bénéficie d'un traitement qui est un petit peu similaire à celui du métropolitain et les tirailleurs sénégalais au bas de l'échelle. C'est tout ce que je veux dire par là et je peux continuer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour rehausser, par exemple, ces pensions, même si la plupart des personnes ne sont plus là d'ailleurs? Ouais. Parce que aussi ça a évolué. Mais quand même, pour mieux régler le présent, il faudra regarder le rétroviseur et jeter un coup d'œil sur le passé. Parce que ces tirailleurs, ils ont quand même du mérite. Il y en a qui pensent, par exemple, rester matin, midi, 14h à faire leurs éloges, à parler de leur... Tout ça, c'est bien. Mais voir aussi l'autre aspect de l'homme, leur dignité humaine en quelque sorte, leur mérite, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'en retrançant leur passé, en émettant des discours épiques, ça les suffirait, non. Parce qu'ils ont une autre partie sombre. Leur passé aurait pu servir de repère pour mieux élucider le présent. Mais aujourd'hui, je vois quand même, vous l'avez dit, qu'il y a des avancées. Et d'ailleurs, le film de, comment il s'appelle, Omar Sy, Les Tirailleurs. Donc depuis ce film, je crois que depuis l'année dernière, voilà, les tirailleurs sénégalais maintenant peuvent rentrer au pays avec leur minimum vieillesse. D'ailleurs, ça a été toujours un de mes combats à la radio, je le dis toujours, l'ASPA, l'aide de solidarité aux personnes âgées, où désormais d'ailleurs la loi a changé. Je rappelle à tous nos auditeurs, désormais il faut faire 9 mois en France pour toucher la totalité de votre pension. Effectivement, oui. Voilà. Et donc, quand même, grâce à ce film-là, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, quand même en tant qu'historien, vous avez l'espoir que les choses continuent d'évoluer, notamment grâce à vos travaux. Grâce à mes travaux, ce serait un peu de tirer une gloriole. Je n'en suis pour rien, en tout cas, je suis jeune. Je crois à moi-même, je crois à mes compétences, à mes capacités. Je suis en tout cas le fruit quand même de bons professeurs. C'est ça, donc j'ai pu en tout cas écouter et essayer en tout cas de mettre en application leur façon de faire. Vous entendez pas? Qu'est-ce qui se passe? Richard va regarder techniquement. Il n'a pas de retour. Il ne m'entend plus.
C'est bon? C'est bon? Allez, oui, c'est bon. Tu m'entends bien? Oui, je vous entends bien. Voilà, donc bon, après, effectivement, vous avez sorti ce qui est donc dans la législation. On le sait, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, il y a aussi une autre femme, Aïssata Seck, voilà, donc de Paris, donc qui travaille beaucoup pour cette histoire. On a Karfa Diallo, donc mémoire au niveau de Bordeaux. Vous êtes nombreux à travailler sur ces questions-là. Est-ce qu'il vous arrive de penser justement à mutualiser vos connaissances afin d'avoir de meilleurs résultats? Mutualiser, c'est la base de tout, puisque quand même les historiens discutent, ceux qui partagent en tout cas les mêmes thématiques. Mais la question de la mémoire. Oui, parlez sur le micro. La question de la mémoire, par exemple, ça a tendance à étouffer la réalité historique. Donc un historien qui réclame en tout cas une certaine ligne de conduite, il peut traiter avec l'âme les aspects ou bien les informations émanant de la mémoire, mais avec tact. Parce que la mémoire, souvent, elle a un objectif. Il est souvent politisé. Il devient l'apanage de l'homme politique en quelque sorte. Et que l'historien, par exemple, le défi ou le problème que nous avons souvent sur le terrain, c'est quoi? C'est que l'histoire a tendance à être l'apanage des hommes politiques qui, eux, qui en font en tout cas leur objet pour en tout cas mener à bien en quelque sorte leur travail. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez le sens de mon discours? Parce qu'ils ont tendance à retailler l'histoire en fonction de ce qu'ils ont voulu qu'elle soit au détriment de ce qu'elle est réellement. Mais heureusement, vous êtes là, les historiens, pour remettre les choses en ordre. Moi, je ne bon, quand je dis les historiens, oui, vous et les autres, hein, bien sûr, vous êtes là pour... D'ailleurs, c'est l'objet de cette émission, de mettre les choses en ordre. C'est ça, effectivement, c'est ça. Mais quand même, on peut mutualiser les connaissances. Ça, c'est sûr. On peut mutualiser les connaissances pour, en tout cas, faire œuvre utile. Parce que leur passé quand même doit être exploré, parce que c'est un vaste champ d'investigation où cinéastes, poètes, romanciers, tous en tout cas ces artistes peuvent en faire leurs travaux sans se piétiner les uns aux autres, parce que leur passé quand même est si riche, si vaste. Chacun peut en faire son travail et de façon quand même salutaire, mais en respectant une certaine ligne de conduite. Par exemple, les exagérations. Souvent, ça étouffe. Souvent, ça ne fait pas œuvre utile. Vous voyez ce que je dis? Donc, malheureusement, ça fait partie de... Ça fait partie. C'est l'un des défis que nous faisons face sur le terrain, en tout cas. D'accord. Kadhafi, tu as une question? Oui, c'est à propos des autres historiens comme ces jeunes qui sont dans des pays où ils n'arrivent pas à accéder aux informations, aux recherches. Comment est-ce qu'on peut créer une structure pour que vous pouvez travailler ensemble, vous entraider, ceux qui sont aux États-Unis ou dans d'autres pays qui font la même chose comme toi? Bon, dans ce cadre, par exemple, peut-être avec ce qu'on est en train de faire actuellement au Sénégal, il y a une commission qui est mise en place pour la mémoire. Et il y a des travaux de coordination, en tout cas pour énormément d'historiens, de part et d'autre au Sénégal comme en France. Et par exemple, pour un projet de ce genre, peut-être ça sera l'affaire des autorités. Parce que tout ça aussi, ça nécessite en tout cas des travaux préalables, surtout sur le côté finance. Le côté finance pour pouvoir en tout cas assurer les vents et viens constants. Parce qu'il y en a des archives qu'on peut, qu'on peut explorer en distance par exemple, qu'on peut fouiller en distance. Mais il y en a des archives qui nécessitent des déplacements. Alors, et là maintenant, le numérique a facilité beaucoup de choses. Pourquoi pas même des congrès à distance, par exemple, échanger des travaux, essayer de dégager de nouvelles pistes, parce que quand même, il y a énormément de travail qui ont été effectués par les prédécesseurs. Maintenant, c'est de voir l'actuel défi, de l'analyser sous un autre angle, par exemple. Donc, ce serait un bon appât quand même considérable qui peut être prometteur pour ce qui peut être en tout cas bénéfique pour les historiens,
mais aussi pour les descendants, je veux dire, de ces tirailleurs. Justement, pour revenir, vous avez parlé des descendants, justement pour ces pensions-là, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a, en tout cas, je ne sais pas comment vous comptez faire, est-ce qu'il y a matière à, pourquoi pas, indemniser les enfants de ceux qui ont été, par exemple, massacrés au camp de Tcharoy, de ceux qui ont été spoliés, de ceux qui n'ont pas été payés. Vous avez dit qu'ils ont eu 0, 0, 0, donc sur certains types de pensions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour que leur descendance soit indemnisée? Bon, ça aussi, c'est une procédure administrative. Donc, qui parle de procédure administrative parle en tout cas de succès et d'échec. Il y en a qui ont perdu des documents. Voilà, donc ne pouvant pas bénéficier de certains privilèges, si je puis dire, c'est privilèges ou c'est mérite, je ne sais pas. Pas de privilèges, c'est du mérite. Donc, leur mérite. Par manque de vocables, merci de ce petit, que je ne sais pas, de ce grain de sel, voilà. Mais quand même, il y a des travaux préalables. Donc, l'administration a mis en place pour quelqu'un qui peut bénéficier, par exemple, il y en a qui réclament en tout cas la nationalité en quelque sorte. Il y en a beaucoup. Eh bien, justement, j'avais lu quelque part notre député Blaise Diagne. Oui. Blaise Diagne faisait partie des gens qui recrutaient pour la France. Bien sûr. Et justement, la contrepartie à l'époque, c'est qu'il devait acquérir la citoyenneté. Citoyenneté, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais si je comprends, c'était pour avoir la nationalité française. Et au finish, rien. Ouais. Bon, pour le cas de Blaise Diagne, il faut remonter un petit peu l'histoire. Par exemple, il était chargé en tout cas de faire les recrutements en AOF. Et il y avait un problème. Il y avait un journal à l'époque qu'on appelait Les Continents. Il avait un problème entre Blaise et Les Continents parce qu'on lui avait accusé d'avoir une commission par tête recrutée. Et le discours préalable, c'était quoi? C'était après la guerre, donc, comme vous l'avez si bien dit, vous aurez la nationalité, vous aurez tel et tel. Et au finish, les tirailleurs, quand même, n'avaient pas bénéficié, en tout cas, de ce qu'on l'avait promis au préalable. Pire, ils ont été assassinés à Tcharoy. C'est avec aussi René Maran, qui après 1920, je me rappelle donc son roman Batouala, et lui aussi il s'est impliqué dans ce procès Gagne les continents, donc qui a en tout cas animé les débats politiques de l'époque, et avec l'apparition aussi d'une figure emblématique des tirailleurs sénégalais, Lamine Senghor, donc qui est un tirailleur clairvoyant, qui a le verbe, qui a en tout cas beaucoup quand même de bagages psychiques, capable en tout cas de mener un discours cohérent et qui avait en tout cas porter un discours, donc voilà, à Bruxelles bien sûr, pour ce qui concerne en tout cas la lutte pour l'égalité en tout cas, et voilà. Donc Blaise Diagne, c'était un petit peu ça son problème, il était un peu incompris par les tirailleurs qui se voient en tout cas trahis par ses promesses. Vous avez dit il a été incompris. Ouais. Est-ce que vraiment c'est de l'incompréhension? L'incompréhension, ça aussi c'est un problème de vocable. Ça dépend du sens que vous m'attendiez. Mais en quelque sorte, ce que je vais faire entendre... je veux dire de manière trash. Est-ce que Blaise Diagne n'a pas trahi sa communauté? C'est-à-dire, la trahison, c'est vrai, mais si je parle d'incompréhension, c'est que par exemple, ce qu'ils attendaient en retour, ils ne l'ont pas eu. Ah ben voilà. Et Blaise, il n'a pas tenu promesse. Donc voilà, c'était ça. Et ce que je dis là, ce n'est pas des propos qui viennent d'ex nihilo, c'est sous la base en tout cas d'une investigation. Voilà. Est-ce que très tôt, aujourd'hui, on traite certains de nos présidents de la République de pantins de la France? Est-ce que justement, nos dirigeants de l'époque n'ont pas d'abord été des pantins? Écoutez, moi de ce que je sache, parce que je vais parler quand même à mon degré d'information, c'est de l'histoire aussi également. D'investigation, c'est de l'histoire. Les présidents de l'époque, je vous ai dit, même je l'ai dit dans mon mémoire, Senghor, il n'était pas tout à fait actif dans les débats. Il était
il était un parlementaire sous la 4e République. Mais les députés les plus acharnés sur la question des pensions, je vous les citer, c'est Mamba Sano de la Guinée-Conakry, c'est Barry Diawadou, c'est tant d'autres. Mais Senghor, là où il est intervenu, je l'ai vu une seule fois, mais c'était pour dire que est-ce que aussi le niveau de vie qui permet encore de définir ou d'estimer la pension des tirailleurs sénégalais et qui date bien avant la colonisation effective de la France par cette partie de la ce niveau de vie, s'il est pérenne jusqu'à la 4e République, c'est parce qu'on veut les laisser figer en tout cas dans la sous-alimentation. Et il qualifie d'un niveau de vie artificiel. Après, on ne l'entend plus parler sur les questions, d'après ma recherche, à l'état actuel bien sûr. Et après, il n'était pas tout à fait actif en tout cas dans les débats. Et ce qu'on peut constater aussi, la rupture, en tout cas, c'est avec le président Abdoulaye Wade. Ne pas aussi centrer la chose entre le Sénégal et la France, ça dépasse, bien sûr, parce que les tirailleurs sénégalais, comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas que des tirailleurs sénégalais, mais c'est les soldats d'Afrique noire subsaharienne, en quelque sorte, qui ont participé à la guerre avec la France. D'ailleurs, je rappelle qu'effectivement, on parle beaucoup du massacre du camp de Thiaroye, mais les tirailleurs sénégalais qui ont été exécutés, ce n'est pas qu'à Thiaroye, il y avait des exécutions en Algérie, il y avait des exécutions au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Madagascar, voilà. Donc tous ces tirailleurs qui sont rentrés chez eux pour ne pas percevoir leur pension, eux qui ont versé leur sang pour la France, ont été tout simplement massacrés par l'armée française. Voilà. Et aujourd'hui, justement, donc vous, les historiens, bon, c'est vrai que le passé, c'est extrêmement important. Hein? Ça, il n'y a pas de souci. La mémoire, elle est importante. Mais est-ce qu'on ne peut pas se baser sur toutes ces choses-là pour peut-être avoir un avenir radieux ou bien un présent radieux? Par exemple, pour nos anciens qui sont là, on l'a dit, pour avoir leur pension, il faut qu'ils restent là 9 mois. Mais n'oublions pas que ces gens-là qui doivent rester 9 mois, ils viennent donc de ces pays étrangers. Ils ont construit le métro. Ils ont construit les quartiers nord à Marseille. Ils ont construit les banlieues parisiennes. C'est eux qui nettoient les rues. C'est eux qui travaillent dans les restaurants. C'est eux qui font la sécurité. Et aujourd'hui, à leur retraite, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas eu peut-être des boulots qui leur permettraient de rentrer tranquillement. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse que vous représentez, les travaux que vous faites, on ne peut pas en sortir quelque chose qui va permettre à la France de se re-regarder quand même devant le miroir et de reconsidérer les choses et de foutre la paix à ces anciens qui rentrent tranquillement avec leur argent? Bon, écoutez, je vais en tout cas cliquer un petit peu là où vous venez de terminer. C'est un petit peu le sens de mon introduction. Si vous parlez par exemple de ces gens qui ont bourlingué en tout cas partout, ils ont fait la guerre, ils ont fait des travaux, ils ont fait. Et après le retour par exemple au pays, il leur reste quoi? Il y a une liaison qui reste entre la France et ses grabats. Alors c'est quoi? C'est la reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est quoi? C'est de leur attribuer leur dû. Ça, c'est une question. Mais aussi pour un petit peu essayer d'innover quand même dans la façon de voir l'histoire et de voir les choses, c'est qu'il y a énormément de questions exaltantes qui pourraient satisfaire la curiosité des historiens si l'on essaie de tourner la page avec tout ce qui est en rapport avec la guerre, les massacres et tout ça. Qu'est-ce qui est devenu cet homme qui, après avoir quitté les siens pendant très longtemps, retourné au pays, qui savent en tout cas en quelque sorte baragouiner la langue française et doté d'une petite pension? Il lui faut une insertion sociale. Et quand même, si cette pension est coupée, qu'est-ce qu'il va devenir? Parce que ne pouvant plus travailler. Et il y en a parmi eux qui ont une petite progéniture, qui ne sont pas aussi en mesure de travailler. Et si ces enfants ne peuvent pas travailler, lui non plus, qu'est-ce qui va les arriver? C'est là autant de questions exaltantes sur lesquelles il faut se poser, il faut se pencher. Alors, pour ce qui concerne maintenant la France et le Sénégal, moi je vois les choses comme une affaire interétatique. Parce que depuis quand même l'avènement du nouvel gouvernement, vous voyez que les choses bougent. Ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi auparavant? Ça veut dire beaucoup de choses. Et pour ne pas aussi se plonger sur des sujets souvent qu'on ne maîtrise pas, il faut savoir raison garder. Moi, mon combat, ma façon de voir les choses et non pas mon combat, ma façon de travailler, c'est d'être serein.
d'être calme. C'est-à-dire de faire de telle sorte que mes professeurs au Sénégal comme en France qui m'écoutent et qui voient peut-être le peu de ce que je suis en train de faire, qu'ils n'auront aucun reproche. Parce que quand même, il n'est pas salutaire de prendre sa plume pour une raison bien déterminée, viser un point et dire que je vais taper là. Sinon, on peut perdre la réalité historique dans tout ça. Et si l'on réussit un jour à restaurer cette histoire, à laisser en tout cas les archives à la portée des historiens, qui seraient en tout cas des historiens neutres sur le plan, je veux dire, historique. Neutre, ça veut dire adopter ce qu'on appelle la neutralité actologique, ne pas prendre parti et tout ça, mais traiter cette question de la manière la plus salutaire qu'il soit, mais on verra la richesse. Il n'y a pas de perdant ni de gagnant. C'est ce que nous avons en commun. Et c'est restaurer notre patrimoine commun. Est-ce que vous savez ce que j'ai dit? C'est de cette manière que je vois les choses. Les États ont leur mainmise, en tout cas sur certaines archives. Et c'est inaccessible d'ailleurs. Non, mais en ce moment, par exemple, la France est en train de donner ces archives-là au Sénégal. Est-ce que justement la France donne réellement... Il y en a, de ce que je sache... Toutes les archives qu'on devrait avoir. Toutes les archives, je ne saurais affirmer ni infirmer. Mais il y en a quand même des archives qui ont été données, donc c'est ça. Mais il faut en tout cas un travail sérieux. Il faut travailler. Parce que quand même, vous voyez dans l'histoire, la rédaction de l'histoire générale du Sénégal, par exemple. Alors, il y a énormément d'historiens, de renom, de chevronnés historiens qui se sont réunis. Ils ont pu élaborer en tout cas les premiers tomes, quelque chose comme ça. Mais là-dessus, le travail qui a été fait, il y en a quand même des erreurs qui ont été commises. Et ces erreurs-là, par exemple, ce n'est pas des erreurs d'ordre historique, chronologique ou tout ça, c'est des choses primaires ou terre à terre. Et ce qu'on oublie souvent, c'est quand même dans des travaux de ce genre, les jeunes, ce sont ceux-là les rats des bibliothèques. C'est eux qui ont le temps d'aller dans les bibliothèques et n'en sortent pas souvent, dans les archives et n'en sortent pas souvent. Parce que les personnes âgées, souvent, ils sont bloqués par le temps, la famille et tout ça. Mais vous voyez, ce que je vous dis là, c'est par exemple dans la partie où on a écrit, qui concerne le Sine, par exemple, dans l'histoire générale du Sénégal. Ouagan Tening, par exemple, ça veut dire qu'il est le fils de Tening, parce qu'on est noble par la mère et non par son père. Et eux, dans leur écrit, par exemple, ils ont dit que Ouagan Tening, ce n'est pas le fils de Tening, mais c'est le fils de Sinoméo. C'est des petites erreurs comme ça qu'on peut appréhender et voir au premier regard. Pour éviter tout cela, il faut maximiser la chose. Essayer quand même de voir ce potentiel qui réside en tout cas dans la jeunesse. De diffuser et de les faire intégrer. Et que la conduite, la question de la méthodologie et tout ça, la rigueur scientifique, soit assurée par des personnes âgées, par des sages, ceux qui ont de renommée et ainsi de suite. C'est une question qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et le prendre à la légère reviendrait à omettre les angles morts et ça peut susciter en tout cas plus de gains, d'échecs que de gains en quelque sorte. Ben écoutez, en tout cas, ça fait plaisir vraiment de vous avoir sur le plateau Malick Kébé. Donc ici, aujourd'hui, Richard, donc on a bien été gâtés par de la connaissance. On n'a pas fait beaucoup de politique, même si de temps en temps, je rajoute un peu ma petite touche. En tout cas, je vous souhaite de continuer de faire ce que Nelson Mandela disait. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Merci. Et vraiment, vous, comme le professeur Gayan Faye qui vient de passer, je vous souhaite tout simplement de continuer à rêver, voilà, pour qu'on puisse avoir de meilleurs résultats demain, que ce soit sur Orbitre, que ce soit, pourquoi pas, sur le rétablissement de certaines pensions, voilà. Et puis oui, Kadhafi, tu lèves la main, tu dis quelque chose? Allez, vas-y. J'ai une dernière question à propos aujourd'hui, Lamine, tu le sais, et toi Richard, tu sais qu'aujourd'hui et demain, il y a la journée européenne le patrimoine. Donc, comme il y a un historien, j'en profite pour lui poser une question. Et l'Afrique, pourquoi pas en créer des journées africaines de patrimoine? Et si ça existe, toi, Sénégalais, quels sont les lieux sacrés, les lieux à visiter? Qu'est-ce que tu peux en dire aux auditeurs, auditrices du plateau du Sénégal? Bon, ça serait une très belle initiative, mais pour moi, quand même, j'en suis un élément, un maillon un petit peu minuscule de la chaîne, mais peut-être des historiens reconnus, avec en tout cas une renommée,
par exemple, ils pouvaient en dire plus. Mais toutes ces œuvres, en tout cas, ça aurait pu faire parce que on a commis beaucoup d'échecs. On a commis beaucoup d'échecs dans le passé. Parce que souvent, les critiques acerbes qui n'ont pas, en tout cas, une rigueur scientifique en quelque sorte, ont tendance à créer des querelles entre historiens. Ce qui fait qu'en réalité, sur certains thèmes, si on ne s'entend pas dans certaines problématiques, c'est très très difficile de travailler ensemble. Mais quand même, petit à petit, par exemple, cette jeunesse, s'il quand même juste nécessaire, parce que ce qu'on ignore souvent, c'est la richesse du patrimoine culturel, c'est la richesse du passé. Tout à fait. Et quand même, les pays occidentaux, ils l'ont su très tôt. Je vous rappelle, par exemple, quand la destruction, par exemple, d'Alexandrie en Égypte, par exemple, et aussi la guerre entre Napoléon et les Anglais en Égypte, à la suite de cette guerre, qu'est-ce qu'ils ont demandé comme butin? Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, c'est la pierre de Rosette. Cette pierre où est inscrit les hiéroglyphes. C'était une richesse. Et il y a pas mal, par exemple, de choses qu'on trouve aussi aujourd'hui au British Museum, mais qui ont des éléments émanant de l'Égypte antique et qui enrichissent aujourd'hui ce musée qui accueille des milliers de visiteurs et ça procure de l'argent. Nous, à l'époque, on ignorait ces questions parce qu'on pense que l'histoire, c'est quoi? C'est raconter le passé. C'est une façon de voir les choses et de manière étriquée. L'histoire, elle est mouvante. Ça évolue, ça bouge, ça a une richesse. Parce que c'est ce qui nous permet de nous identifier nous-mêmes. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons comme valeur? De quoi devrons-nous être fiers en quelque sorte? Et connaître cela revient à connaître sa vraie valeur en quelque sorte. Merci beaucoup Malik Kébé pour cette conclusion. Comme disait je ne sais plus qui, l'historien va vers l'histoire avec son expérience humaine propre. En tout cas, aujourd'hui, vous nous avez tout simplement appris des choses. On a développé certains types de connaissances et je vous dis tout simplement, revenez quand vous voulez, quand vous avez des choses à dire. Ça nous fait plaisir de faire des pauses politiques. J'insiste bien sur ça. Ça fait plaisir de faire des pauses politiques parce que ça me permet de préserver mon cœur. Aujourd'hui, je ne me suis pas énervé. Voilà, donc c'est très très bien. En tout cas, merci et puis désolé pour tous ceux qui ont voulu donc appeler, participer. Il n'y a pas de problème. Samedi prochain, on sera là, donc Richard, Kadhafi et moi. Et puis encore une fois de plus, pour le mot de la fin d'émission, on emprunte encore cette assertion à Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc continuez à cultiver l'excellence. Continuer tout simplement à réaliser des choses que nous n'avons peut-être pas pu faire. Voilà, donc je m'adresse à cette jeunesse africaine, à cette jeunesse sénégalaise. Continuez tout simplement à faire preuve de talent, d'excellence, de compétence dans tous les domaines et vous verrez que la réussite sera toujours au bout de l'effort. L'exemple, on a eu le professeur Gayan Faye qui rentre dans l'histoire, on a eu Malik Kébé, un historien, et on aura d'autres. Peut-être eux, ils auront un plafond de verre. Mais vous ferez exploser ce plafond de verre, mais toujours avec la compétence, toujours avec du talent, toujours avec du savoir. Oui, Kadhafi, peut-être un dernier mot? Oui, c'est pour présenter condoléances à Habib Beye qui vient de perdre son père, Habib Beye, paix à son âme. Et aussi, sachez que Seydou Mané, peut-être, il sera futur maire de Bourges, parce qu'il est patron dans un club de foot. Et il va acquérir un hôtel de luxe là-bas, à Bourges. Donc, un Sénégalais futur maire en France, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Bon. On peut arriver. Il sera maire de Bambali, de son village, et maire de Bourges, comme tu dis. Oui, dédicace rapidement à Sidi Diallo, à sa femme et ses enfants, à tous ceux qui écoutent au plateau du Sénégal, aux Comores, parce qu'ils sont nombreux et ils t'en félicitent, Lamine, aux Comores. Donc, pour revenir rapidement, pour te dire, tu as 30 secondes. Pour te dire que l'agression de Azali Assoumani a été mortellement roué de coups et il a été enterré. Tu as raison, tu m'avais parlé comme c'est moi le Sénégalais qui donne les bonnes informations aux Comoriens. Absolument, et tu seras futur maire ou ministre là-bas aux Comores. Je choisis Fumbouni. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Kader, merci à tous et je vous dis tout simplement à samedi prochain. Merci Richard.
bëgg naa la li ma gën a neex mooy sa jantal man xaw ma lu tax ma bëgg la dem aljana yaa ci gën a gaaw di dégg say je t'aime tax du ma jóg ci fen waaw waaw su ma dégg rap yaay reen ndax yaa ma tànn def ma reen waaw waaw man yow la bëgga ne change pas neex nga ma mën a doon sa jabar doon sa mama lu ma ci góobe bëgg naa di dox ci xal ñëw fekk si la dëbb sol caxabal foo ma woo ma ñëw loo fi lal rek ma laali ko dëbb sol caxabal foo ma woo ma ñëw loo fi lal rek ma laali ko man ku ma xam-xam ni bëgg naa la li ma gën a neex mooy sa jantal man xaw ma lu tax ma bëgg la dem àddina yaa ci gën a gaaw di dégg say je t'aime tax du ma jóg ci fen waaw waaw su ma dégg rap yaay reen yaa ma tànn képp ma reen waaw waaw wantana mbera fecce la yusa toogal seetaan ma dagu dukkat ñoom de li ñu jaay dama koy maye baby waxal ne ci wan bi toggantu ay nga ma koy ñamal wantana mbera fecce la yusa toogal seetaan ma dagu dukkat ñoom de li ñu jaay dama koy maye baby waxal ne ci wan bi toggantu ay nga ma koy ñamal waxal ni nga bëgg ma def fi yaa fi dogal lu jasi su naanal fotu ndox te nangu dogal su weesu waxi noon kër gi may borom te lépp lu ma moom baby ay borom kër bu sol ca xabal foo ma woo ma ñëw loo fi lal rek ma laali ko kër bu sol ca xabal foo ma woo ma ñëw loo fi lal rek ma laali ko man ku ma xam-xam ni bëgg naa la li ma gën a neex mooy say jantal man xaw ma lu tax ma bëgg la dem aljana yaa ci gën a gaaw di dégg say je t'aime du ma jóg ci fen waaw waaw su ma dégg rap yaay reen ndax yaa ma tànn def ma reen waaw waaw wantana mbera ci ma génn lii dafa over neex bu nit ma noon na gis naa li nekk ci xol bi waay lii dafa neex mbëgg rek a neex sa nijaay ak sa ñoom yaay loo fay gis ñu toog di waxtaan mënu loo xam ni maa la bëgg léegi Abbas dafa laal danga ko bëgg bay jooy mënu loo xam ni maa la bëgg léegi woya Abbas woyal nga faatu amoo buuru kër su ma lay raay say xaaxataay moo may taxana moo sa jootaay mënu loo xam ni maa la yëg léegi Abbas jaaju bàyyi papa jaaju mën a yor jigéen mënu loo xam ni maa la yëg ay nga sama lii dafa neex dafa over neex sama tey yow la sama suba sax yow la sama tey yow la sama suba sax yow la aw ma sa fay baby teel nga ma aw ma sa fay baby teel nga ma Abbas jaaju bëgg rek a neex lu ma la mën a fay sagal nga ma Abbas boo faatoo ay dal lii dana fa neex sama tey yow la sama suba tam yow la sama tey yow la